Alors, quand vous cliquez sur le réticule central ici, vous êtes en modification du contenu du bloc. Donc, il faut bien comprendre que les blocs, il y a deux manières de les modifier. Je clique à côté, puis je clique sur le bloc ici. Clic, hein, pas double-clic. Je modifie la dimension du bloc, c'est le cadrage de l'image en quelque sorte. Mais si je clique sur le réticule central, je suis au niveau du contenu du bloc, l'image. Et là, je vais pouvoir l'agrandir dans son bloc. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les yeux des bestioles, par exemple. Et pour l'agrandir dans son bloc, vous voyez le cadre brun qui est apparu? Vous êtes donc en train de modifier le contenu. Vous prenez l'outil de transformation manuelle qui est là. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez prendre une poignée du coin et en enfonçant les touches Alt et majuscule, vous bougez la poignée. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez les touches. Donc c'est outil de transformation manuelle, Alt majuscule, poignée du coin. On lâche le bouton de la souris, puis les touches. Et là, j'ai agrandi l'image dans le bloc, donc il y a encore moins de l'image qui apparaît. Je peux encore agrandir. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est donc les yeux. Donc maintenant, sans enfoncer aucune touche, je clique sur l'image et je la bouge. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr cadrer comme ça les choses. L'autre image aussi, je peux le faire. Voilà, l'autre image, je sélectionne avec la flèche noire le réticule central. On voit le cadre brun. Je prends l'outil de transformation manuelle. N'oubliez pas de zoomer en arrière, sinon vous n'arriverez pas à bouger les poignets. Il n'y aura pas assez de place pour les bouger. Touche Alt et majuscule, j'agrandis, voilà. Sans aucune touche, je peux cliquer sur l'image et la bouger. Voilà. Donc vous faites du cadrage, c'est très important le cadrage, évidemment, ça permet de montrer bien la partie qui nous intéresse et de faire de la créativité au niveau de la mise en page. Alors enregistrez votre document. Il ne faudrait pas perdre ça, même si InDesign sauvegarde normalement les 5 dernières minutes au moins. Il n'y a que les 5 dernières minutes maximum qui sont perdues normalement, hein, parce que quand ça plante, quand on réouvre, en principe, il doit vous proposer de récupérer le document qui était ouvert. Mais malgré tout, donc sauvegarder. Et je sauvegarde régulièrement sous un nom différent, faites ça aussi. Ça permet de garder la progression. Si jamais je me plante complètement dans la mise en page au niveau esthétique, au niveau choix de mise en page, j'aurai au moins la version précédente. C'est facile, je la réouvre. Même chose quand je travaille dans Illustrator ou dans Photoshop. Enregistrer régulièrement le document sous un nom différent permet d'être plus à l'aise au niveau esthétique. Et puis aussi, il se trouve qu'en créativité, parfois on va trop loin. On chipote, on est content de ce qu'on fait, puis on se rend compte que finalement c'est mauvais, le résultat final est mauvais, et qu'une version avant ou celle juste avant encore était meilleure. Donc ça peut arriver. La créativité, parfois, on va trop loin. Donc l'intérêt vraiment d'enregistrer le document en plusieurs versions, faites ça. Ok, alors l'image ici de la girafe, je vais la mettre également dans le bloc là. Bon, une solution, c'est de cliquer sur... une solution, ce serait de sélectionner le bloc et de faire fichier importé, d'aller la rechercher. Mais elle va pas nécessairement venir à cette dimension-là. Donc, la dimension, le recadrage que je lui ai donné là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est avec la flèche noire, je vais cliquer sur le réticule central, demander édition copier. Édition copier. Puis, avec la flèche noire, je vais cliquer sur le bloc. Et faire édition, coller dedans. Voilà, édition coller dedans. Alors au niveau de la dimension, c'est bon, par contre je vais devoir la rebouger si je la veux. Donc faites ça, je vais le refaire encore une fois. Vous allez prendre l'image en différentes versions. Enfin, je veux dire, oui, à différents endroits. Donc je vous rappelle, flèche noire, je clique sur le réticule central.
C'est bien l'image qui est sélectionnée, je vois le cadre brun. Je fais édition copier, ou commande C si vous voulez. Je clique sur le bloc suivant qui est vide. Je fais édition, coller, dedans. Voilà. Et je vais bouger l'image. À nouveau. Voilà, j'ai 3 fois la même image. Pourquoi pas? Bon, je peux en redimensionner certaines, hein, comme ça donne un petit effet de zoom, éventuellement. Ça peut être sympa. Vous voyez? Ça donne un peu de dynamique. En fait, en mise en page, quand on est un peu à court d'idées, il faut trouver des solutions. Il y en a plein qui existent, hein. Et alors, pour vous inspirer, un truc qui est bien, c'est de regarder des magazines existants, bien sûr, hein. Alors, au niveau de la résolution, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il va falloir que je retourne dans la palette lien pour regarder ça. Quoi, vous n'aimez pas les yeux de girafe? Avec une bonne sauce, c'est délicieux. Ok. Bon, ben c'est la même image, c'est marrant ça, c'est la même image, mais à 3 endroits différents. Ah oui, la résolution, j'avais dit. Menu, fenêtre, lien. Ben forcément, la résolution va être différente dans chaque bloc, hein, puisqu'elles sont l'image est à 3 versions, 3 dimensions différentes. Alors, le bloc ici au-dessus, la résolution réelle dans InDesign 750. Ici, 465, forcément. Et tout en bas, 237. On peut accepter, ça va, c'est encore assez proche de 300. Ce sera un peu flou, mais c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était 150 ou 100 au lieu de 300. Mais on sait que ce sera flou un peu. Bon, alors vous allez sélectionner l'image qui est seule là. Et dans la palette lien, vous allez demander de l'ouvrir dans Photoshop. Ceci dit, on pourrait aussi dans Photoshop faire fichier ouvrir directement et l'ouvrir, ça reviendra au même, hein. Presque. Presque. La différence, c'est que là, InDesign va savoir qu'on est en train de modifier l'image dans Photoshop. Donc je sélectionne cette image-là, le bloc, hein, pas besoin de sélectionner nécessairement l'image réellement par le réticule. Voilà. On voit bien que c'est cette image-là. Je demande dans le menu ici, de la palette lien, modifier l'original. Et ça s'ouvre dans Photoshop. Alors dans Photoshop, je vais faire apparaître la palette des calques. Et je vais me dire, tiens, cette image-là, je vais aller modifier un peu son contraste. Je voudrais que ce soit un peu plus dur comme contraste. Donc je vais aller mettre au-dessus du calque, dans la palette des calques, là au-dessus du calque, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. On pourrait se dire, tiens, on va mettre luminosité contraste, mais c'est un réglage de débutant, c'est pour Pépé qui fait du Photoshop le dimanche, ça. Dans Photoshop, vous avez plein d'outils qui sont là dans Photoshop, mais qui ne s'adressent pas nécessairement à la même personne. Donc oubliez luminosité contraste, vous allez pouvoir faire la même chose et beaucoup plus avec le réglage des courbes. Voilà. Mais j'ai rien contre Pépé qui fait du Photoshop le dimanche, hein. Ces images de petites poules sont superbes. Alors, vous mettez 2 points dans le réglage des courbes. Si vous en avez mis plus que 2, vous pouvez en sortir un, bien sûr, en faisant un cliquer glisser. On sort, voilà. Vous allez faire une courbe en forme de S pour contraster, parce que c'est comme ça que je le sens. Voilà. Donc les parties foncées deviennent encore plus foncées, les parties claires deviennent plus claires. C'est ce qu'on appelle contraster les choses. Il y avait des différences au départ, on les rend encore plus différentes. Ce qui était foncé devient plus foncé, ce qui est clair devient plus clair.
Alors le problème, c'est que ça a tendance à modifier la couleur, mais c'est pas grave, il y a une petite solution. Parce que moi, je veux travailler seulement sur le contraste. Les couleurs étaient bonnes, c'est juste le contraste qui n'était pas bon. Vous voyez que si on enlève l'œil en face ici du calque, clairement, les couleurs, elles sont changées, hein. Beaucoup. C'est plus une couleur de girafe. Ou alors elle a mangé beaucoup de maïs. Voilà. Donc la solution, c'est d'aller ici dans le menu. Quand vous êtes en train de travailler sur le calque de réglage dans Photoshop, dans le menu, vous allez jusqu'à la dernière ligne, luminosité. Voilà, donc dans le réglage des courbes, quand je bouge les deux points, voilà, ça modifie le contraste et les couleurs restent quand même à peu près les mêmes. L'avantage du réglage des courbes par rapport au calque de réglage luminosité-contraste que je vous ai déconseillé d'utiliser, laisser ça pour Pépé et ses poules le dimanche. Mais l'avantage ici du réglage des courbes, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 16 points sur la courbe pour aller contrôler la manière dont ça se passe. Par exemple ici, je remonte un peu la luminosité dans les parties sombres avec un troisième point. Regardez les parties sombres de mes arbres. Si je trouve que c'est un peu bouché, comme on dit en photographie, je peux récupérer dans les parties claires, je peux récupérer... Dans les parties sombres, je veux dire, je peux récupérer du détail, comme ça. Pourtant, l'image reste globalement contrastée. Même chose pour les parties claires, si je trouve que j'ai perdu du détail dans les parties claires, est-ce qu'il y avait des nuages dans Non, je pense que le ciel était tout blanc, mais on peut quand même essayer d'aller mettre un point à l'autre extrémité et de diminuer. Ah si, quand même, il y avait un dégradé bleu dans le ciel. Il y avait quand même des semblants de subtilité de nuages là au-dessus, qu'on peut aller récupérer, comme ça. Vous voyez donc, ouais, en même temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas un cours Photoshop, mais vu que InDesign, il intègre des choses qui viennent d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir comment ça se fait ailleurs. Voilà. Alors, si j'enlève l'œil en face du réglage courbe, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Si je juge que c'est pas mal, mais un peu trop fort, j'ai aussi la possibilité de diminuer l'opacité du réglage. Si je mets à 0, le réglage n'agit pas du tout. Si je mets à 100%, il agit complètement. Entre les deux, ben, il agit à moitié. Enfin, ça dépend du pourcentage que vous mettez. Donc ça aussi, c'est une bonne astuce. Hein, quand vous êtes allé au bout du processus dans le positionnement des points, là, et que vous trouvez que c'est pas mal, mais un peu trop fort, ben, diminuez un peu l'opacité du calque de réglage. Voilà. Mais là, je vais le laisser à 100%. Bien, je vais enregistrer. Fichier enregistré, je ne change pas le nom sur le disque dur. Commande tabulation, je vais voir dans InDesign ce que ça dit. Et l'image devrait avoir changé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas ici, il y a un petit problème. Il va falloir que je mette à jour. Donc la mise à jour ne s'est pas faite ici. Si elle vient de se faire automatiquement, il suffisait d'attendre un peu. Voilà, l'image a changé, elle est plus contrastée. Je vous montre, hein, si dans Photoshop, j'enlève l'œil en face du calque de réglage, je fais fichier enregistré. Je vais dans InDesign. J'attends un peu. C'est l'image sans calque qui va se réapparaître. Et si ça ne marche pas, il faut cliquer sur la double flèche ici pour forcer la mise à jour. Voilà, vous avez vu? Ça s'éclaircit. Je recommence le processus. Dans Photoshop, je remets l'œil en face du calque de réglage. L'image devient plus contrastée. Je mets à jour le fichier, fichier enregistré. Je vais dans InDesign. J'attends un peu et ça va redevenir contrasté. Donc il y a vraiment un lien. Vous travaillez en parallèle les images, en parallèle de la mise en page, vous travaillez les images dans Photoshop. Si c'était des images qui viennent de Illustrator, vous pourriez aussi travailler en parallèle dans Illustrator. C'est le principe des images liées, c'est-à-dire que InDesign regarde en permanence ce qui arrive à l'image sur le disque dur. Et quand le fichier change, il vous prévient ou alors il change tout seul. Ça dépend un peu. Bon, je vais forcer la mise à jour ici, parce que sinon c'est trop lent. Voilà, ok, elle s'est contrastée.
Super. Bon, je continue. Dans InDesign, maintenant, je vais travailler l'autre image qui est là. Bon, quel bloc je sélectionne? Ben, n'importe quel, puisque c'est la même image. Remarquez que vu que l'image est à différents endroits dans InDesign, InDesign nous a d'office fait un dossier qui contient les 3 images, là, enfin c'est la même image en fait, hein. Toutes les 3 sur la page 11. D'accord. Donc vous allez demander d'ouvrir ça dans Photoshop. Menu de la palette lien, modifier l'original. Donc modifier l'original. Et voilà, ça s'ouvre dans Photoshop. Alors, vous me posez une question là. Est-ce que c'est normal que la qualité de l'image se soit dégradée? Je vais regarder ma petite girafe là, l'image précédente. La petite girafe là. Oh, qu'elle est jolie. Dans Photoshop, je zoome. Puis je vais aller voir dans InDesign et je vais zoomer. Il est possible qu'elle ait l'air pixelisée chez vous. C'est ça en fait, hein. Donc elle ressemblerait plutôt à ceci. Voilà. Ça, c'est parce que InDesign essaye de réduire la quantité de puissance informatique nécessaire. Ça veut dire que, voilà, il vous affiche les images en basse définition pour que vous puissiez faire la mise en page sur des ordinateurs qui ne sont pas super puissants. Mais si vous voulez voir les images en haute définition malgré tout, vous allez dans le menu Affichage, Performance d'affichage, et vous demandez Haute qualité. Affichage de haute qualité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est l'affichage des images dans le logiciel InDesign. Ça n'a aucune influence sur la qualité de ce que InDesign sortira au final. Le PDF qui sera généré par InDesign aura de toute façon les images en haute définition. C'est juste la manière dont on affiche les images dans InDesign. Voilà. Donc ça répond à ta question, en effet. La qualité des images. Donc, si tu veux faire un jour un magazine avec des centaines d'images dans InDesign, mais que ton ordinateur est un peu vieux et lent, il faudra demander un affichage de type standard plutôt qu'un affichage de type haute qualité. Et tu arriveras à faire ta mise en page, c'est pas parce qu'on voit les images un peu pixelisées qu'on n'arrive pas à faire la mise en page. Alors, je reviens dans Photoshop, sur l'image que j'avais ouverte, contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre, bien sûr, dans Photoshop. Ou alors bas du menu fenêtre, toutes les images ouvertes sont là. Et alors, sur cette image-là, je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Je vais faire une retouche beaucoup plus créative et délirante. Menu de la palette, dans le bas de la palette des calques, ou alors dans menu calque ici au-dessus, nouveau calque de réglage. Vous allez chercher le réglage teinte saturation. Vous devriez avoir le panneau propriétés qui s'est ouvert quelque part. Si vous ne le voyez pas, essayez de double-cliquer là-dessus, sur la partie gauche du calque de réglage. Ou alors menu fenêtre propriétés. Et vous allez cocher la case qui s'appelle coloriser. On va coloriser l'image. Vous allez utiliser les 2 curseurs teinte et saturation pour coloriser l'image comme vous voulez. Donc allez-y, donnez-lui une couleur à cette image. Alors c'est une image RVB. Ça veut dire qu'au niveau des couleurs, on peut mettre des couleurs très vives si on veut. Ça marche. Alors ça aussi, la plupart du temps, je rencontre des étudiants qui ont fait l'école secondaire et qui ont fait du graphisme en école secondaire et on leur a dit, surtout dans la mise en page, n'utilisez jamais des images RVB. Eh bien c'est tout à fait faux, ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser des images RVB. C'est au moment où vous allez exporter le PDF que vous allez transformer les images RVB en CMJN. Pourquoi? Parce que quand on fait maintenant un document dans InDesign, il sert aussi à faire des magazines interactifs et une tablette, un smartphone, c'est capable d'afficher les couleurs vives. Donc on ne va pas juste parmi tous les appareils qu'on va utiliser pour sortir le document,
Il y en a un qui est assez pauvre au niveau des couleurs. On va pas, on va pas choisir de travailler en CMJN. Alors j'ai rien contre le CMJN, ça a été mon travail pendant des années dans les années 90. J'étais photograveur, c'était mon boulot, c'est-à-dire je m'occupais de tout ce qui est retouche d'affiches, de magazines, de publicités en CMJN. Donc j'ai rien contre le CMJN, c'est très bien, il faut du CMJN, c'est nécessaire pour l'imprimeur. Mais faites-le le plus tard possible, c'est-à-dire au moment où on exporte le PDF au départ de InDesign. Pas au départ, quand vous scannez vos photos, quand vous les récupérez de l'appareil photo, ne les transformez pas en CMJN, c'est une absurdité. Donc on a des couleurs vives possibles. Et on en profite. Alors pour étayer un peu mon propos, parce que sinon on va pas me croire, hein. Ici j'ai tapé dans Google InDesign should, c'est ça que j'aurais dû taper, InDesign should use RGB. Et je tombe sur un article d'un site vraiment de référence, des super pros de InDesign, qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RVB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation. Donc voilà. Mais encore une fois, dans ceux qui ont commencé à étudier dans les années 90 et qui n'ont pas eu le temps de remettre à jour leurs connaissances, sont toujours dans cette logique. Vous faites un magazine, vous devez utiliser des images CMJN. C'est faux, ça ne présente que des inconvénients à notre époque. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici, c'est pas non plus un cours de color management, un cours de colorimétrie, donc voilà. Alors, ici, je vais dupliquer le calque de teinte saturation. Je l'amène sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. J'enlève l'œil en face du premier, c'est important. Et je modifie, je fais une autre version. Donc j'avais une version rose, ben, je vais faire une version verte peut-être, hein. Voilà. Je refais encore une fois pour ceux qui ont loupé. Je duplique le calque de réglage teinte saturation. J'enlève l'œil en face des autres calques de réglage teinte saturation. Je modifie le réglage. Donc j'avais du rose et du vert, ben, je vais obtenir ici, je vais faire du bleu par exemple, voilà. Donc j'ai trois calques de réglage teinte saturation qui utilisent chacun, qui transforment chacun à leur manière les girafes. Voilà. Bon, ben vous pouvez en laisser un affiché, celui du dessus par exemple, et vous enregistrez votre image. Donc oui, si tu as fait l'erreur d'ouvrir la JPEG, déjà c'est pas normal, ça veut dire que tu l'as ouverte en faisant fichier ouvrir dans Photoshop. Parce que si tu l'avais faite au départ de InDesign, dans InDesign c'est bien la version PSD qui est utilisée. Ah, on a pris le JPEG aussi dans InDesign. Bon. Alors voilà, donc le fichier, je l'enregistre dans Photoshop, fichier enregistré. Donc une mise à jour du fichier Photoshop dans InDesign. Voilà, il fait la mise à jour tout seul, c'est bien, donc il a été très rapide cette fois-ci. Donc j'ai mes trois images. Forcément, c'est la même image sur le disque dur, c'est le même fichier. Donc les trois blocs ont été modifiés au niveau des couleurs. Alors, à quoi ça a servi de faire dans mon image Photoshop, là, à quoi ça a servi de faire trois calques de réglage teinte saturation? Ben, vous allez découvrir ça maintenant. Vous allez sélectionner la première image ici. Vous allez dans le menu Objet, Option de calque. Option de calque d'objet dans la version française, oui, option de calque d'objet. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve comme par magie? Les calques Photoshop. La case aperçue, vous pouvez la cocher. Vous enlevez l'œil en face d'un des calques de réglage et vous enclenchez l'autre. Et voilà, vous avez une image colorisée différemment. Je recommence pour ceux qui auraient loupé. Je sélectionne l'autre image ici. Je vais dans le menu Objet, Option de calque d'objet. La case aperçue doit être cochée pour que je vois ce que ça donne.
J'enlève l'œil en face d'un des calques de réglage, j'enclenche l'autre, et voilà. OK. Donc la même image, le même fichier, qui apparaît de trois manières différentes dans InDesign parce que j'ai été enclenché des calques de réglage différents. Ça c'est bien. Donc l'avantage que ce soit le même fichier, c'est que si je fais une modification sur le fichier, ben, ça va se répercuter sur les trois. Par exemple ici, je vais aller ajouter un calque dans Photoshop. Alors le fait d'ajouter un calque va casser mes options de calque dans InDesign, je vous préviens tout de suite. Mais regardez, dans Photoshop, je vais aller ajouter un calque de type courbe au-dessus de mon image là. Voilà. Je me dis, tiens, je voudrais qu'elles soient un peu plus fades, les girafes. Oui, on peut parfois vouloir un peu du plat. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre l'extrémité des courbes là et obtenir quelque chose de plus fade, vous voyez? J'enregistre, fichier enregistré. Dans InDesign, ça va se mettre à jour. Ça devrait devenir plus fade. Je peux forcer la mise à jour aussi. Voilà. Et alors, je vous avais prévenu, hein, si au départ on n'avait pas prévu de mettre ce calque-là de réglage courbe, j'ai ajouté un calque de réglage en cours de route. Les images, le choix des options de calque, là, c'est foutu. Il faut que je recommence, hein. Donc, première image, option de calque. Je vais dire que je la fais en vert, cette première image. C'est ce que j'avais choisi. Vous voyez, on a notre calque de réglage supplémentaire qui est la courbe. Donc, mortalité de l'histoire, il faut penser au départ à tous les calques dont vous auriez besoin, sinon vous êtes certain que vous allez devoir recommencer la configuration des calques dans InDesign. Voilà. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Mes images sont un peu plus fades. C'est ce que je voulais. Je trouvais que c'était mieux. Mais allez-y, essayez ça éventuellement. Alors, on va s'attaquer au bloc de texte qui est là sur le côté. Donc, vous le sélectionnez. Alors, pour faciliter la lecture, on conseille de faire des colonnes. On conseille de faire des colonnes pour avoir des lignes moins longues. Ça va encore, celle-là, par rapport à celle de la page de gauche, elles ont la même largeur en fait. Donc j'ai rien dit. Elles ont la même largeur. Donc on va quand même voir qu'on peut faire des colonnes là-dedans. Alors les colonnes, elles peuvent être faites de différentes manières dans InDesign. On va utiliser les colonnes à l'intérieur d'un bloc, dans les options de bloc. Donc votre bloc texte est sélectionné, vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Et là, vous allez enclencher l'aperçu et demander d'avoir deux colonnes. Alors on a une gouttière qui apparaît. On peut modifier la largeur de la gouttière. Voilà. Donc vous pouvez mettre une gouttière plus large que ce qui est prévu au départ dans le document avec les repères. Vous voyez qu'on a une gouttière qui était prévue de 4 mm. C'est ce qu'il y a entre les images d'ailleurs. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire une gouttière plus large. Par exemple, je fais 10 ici. OK. Et voilà.
Alors vous allez mettre le curseur texte au début de... Là, voilà. Et vous allez taper un titre pas trop long, hein. Par exemple, je tape ça, les animaux d'Afrique. Je tape, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier, donc ce que vous appelez la touche Enter. Et j'ai un paragraphe, et en fait un titre dans InDesign, c'est un paragraphe auquel on va donner ben, un certain caractère, une certaine fonte, dimension, couleur. Mais en tout cas, pour InDesign, un titre, c'est considéré comme étant un paragraphe comme un autre. Techniquement, c'est un paragraphe comme un autre. Visuellement, il va être différent. Voilà, vous sélectionnez la totalité du paragraphe, y compris la balise, c'est important. On va chercher la palette caractères, menu texte caractères. Parce qu'on veut agir sur les lettres et pas sur le paragraphe. Donc c'est pas la palette paragraphe ici, c'est la palette caractères. Vous allez augmenter la dimension du caractère. Vous allez augmenter la dimension, c'est bien. Changer la police. Ouais, ce serait sympa que ça déborde un peu, que vous ayez une césure, une coupure de mots comme ça. Vous avez une deuxième ligne de titre qui apparaît parce que le caractère est grand. La police, vous pouvez choisir une police, bien sûr. Je vous laisse choisir, vous pouvez les passer en revue aussi en cliquant dans le champ de police ici. Et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous voyagez dans le menu. Et ça modifie en temps réel. Alors normalement, on choisit la police en fonction du sentiment qu'on veut donner au document. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est vieux? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Est-ce que ça concerne un pays, un continent? Voilà, par exemple, une police qui ferait africaine ici, ça pourrait être bien, mais c'est un peu cliché, il faut voir. C'est peut-être justement ce qu'il ne faut pas faire. Bon, mais peu importe, puisque de toute façon, là, on est dans l'apprentissage technique, on n'est pas encore vraiment dans la création artistique. Mais enfin, tenez compte de ça, une police de caractère, on ne choisit pas ça parce que c'est joli. Il y a toute une histoire derrière les polices. Ok, on va pouvoir changer la couleur aussi. On va faire apparaître la palette nuancier, qui est vraiment la palette qu'il faut utiliser dans InDesign pour modifier les couleurs. Donc menu fenêtre, couleur, nuancier. On va pouvoir créer une couleur si on veut. Dans le menu de la palette nuancier, je demande nouvelle couleur. La couleur, on va la faire en RVB. Elle pourrait être faite en CMJN aussi, c'est pas interdit. Voilà. OK. Et la police a reçu cette couleur-là que vous avez créée. Ce qui est le texte qui était sélectionné a reçu cette couleur-là. Si je clique à côté du bloc avec la flèche noire, je vais pouvoir voir le texte avec la couleur que je viens de lui donner. Voilà. Donc vous avez cliqué avec la flèche noire à côté du bloc. Dans la palette nuancier, si vous double-cliquez sur votre couleur, ça ouvre une boîte avec la case aperçu enclenchée. Vous allez pouvoir modifier la couleur et voir le texte changer de couleur. Tout à l'heure, c'était pas facile de choisir parce qu'il était en négatif quand il était sélectionné. Mais là, il n'est plus sélectionné, le bloc n'est même pas sélectionné. Je modifie la couleur dans le nuancier avec la case aperçu cochée et je vois ce que ça donne derrière.
Comme dans tous les logiciels Adobe, quand vous avez des curseurs comme ça pour créer des couleurs, une fois que vous avez la couleur qui vous plaît, vous pouvez modifier la luminosité en enfonçant la touche majuscule et en bougeant un des trois curseurs. Donc ça reste la même couleur, mais on change la luminosité avec la touche majuscule. Vous avez un titre qui est trop large pour tenir sur une seule ligne? Parfait. On va modifier ça, on va faire en sorte qu'il déborde sur la colonne d'à côté. Et pour ça, vous mettez le curseur texte dans le paragraphe, n'importe où. Il n'y a pas besoin de sélectionner comme ça tout le paragraphe parce qu'on veut indiquer juste à InDesign qu'on travaille dans ce paragraphe. Donc vous mettez le curseur quelque part dans le paragraphe. Vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Alors déjà, une première chose qu'on va faire, c'est mettre un peu d'espace entre le titre et le texte qui suit. Ça va être ici. Vous voyez, vous éloignez le texte qui suit avec un espace après paragraphe. Alors ici, vous êtes toujours en train de travailler dans ce paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe et vous avez étendu des colonnes. Étendu des colonnes, vous allez là-dedans. Vous allez pouvoir faire en sorte, grâce à ça, que le titre utilise la largeur des deux colonnes. Alors, je coche la case aperçu. Je choisis ici étendue de colonne. Toutes, c'est bien. Donc le titre, on voit déjà qu'il peut déborder en dehors de sa colonne. Voilà. OK. Je peux même maintenant le sélectionner avec la palette caractère, aller augmenter sa taille, hein, puisque j'ai plus de place pour le mettre. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le centrer sur les deux colonnes avec la palette paragraphe. Voilà. Donc voilà un titre qui est dans le bloc. Il est dans le bloc. Il s'étend, on l'a autorisé à s'étendre sur plusieurs colonnes. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on regarde ça en aperçu. Bon, c'est pas si mal que ça, hein. Bon, les titres, vous ne soulignez pas, hein, c'est pourri, ça fait quand même 20 ans que ça ne se fait plus. Si vous voulez donner un aspect scolaire à un document, oui. Mais en général, on évite. On veut plutôt donner un autre aspect au document, un truc plus pro. Voilà. Tiens, allons voir un peu dans la palette caractères. On peut améliorer l'aspect d'un titre. Vous allez pouvoir sélectionner le titre avec l'outil texte. Vous allez pouvoir sélectionner le titre. Et dans la palette caractères, on va demander à InDesign de régler la distance entre chaque lettre pour que le titre soit plus harmonieux. À la place de métrique, ici, dans la palette caractères, vous allez choisir optique. Vous allez tout de suite voir ce qui se passe sur le titre. Il va changer un peu d'aspect. Voilà, ça a un peu bougé. Et là, le titre, en principe, est plus harmonieux au niveau de l'espacement entre chaque caractère. C'est InDesign qui fait un calcul pour que, vu de loin, chaque mot ait l'air de faire bloc, qu'il n'y ait pas de trou entre deux caractères, visuellement. On peut aussi, d'une manière globale, modifier l'espacement entre les caractères avec ceci, dans la palette caractères. Donc une des premières choses que j'ai faites là, c'est passer de métrique à optique. Et ici, on peut augmenter l'espacement entre les caractères
avec l'approche globale ici. Ça peut donner bien aussi d'avoir un peu plus d'espace. Voilà, donc on fait vraiment du formatage du titre, parce que c'est important, c'est quand même l'accroche, c'est par là que les gens vont entrer dans le paragraphe et lire.